le journal. C'est l'heure du journal sur la RT-Duc. Soyez les bienvenus, voici les titres. Reprise des cours dans la région de Béni, province du Nord Kivu à l'est de la République. Après quelques semaines de grève, ce mercredi, les enseignants des écoles publiques et conventionnées ont dispensé normalement les cours dans 2 écoles de la place. Les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, conférence sur le développement durable de Hambourg, la première ministre Judith Souminois plaide pour une compensation équitable du crédit carbone en faveur des pays riches en massifs forestiers comme la RD Congo qui joue un rôle clé dans la préservation de l'écosystème mondial. Et puis les Léopards vont confronter demain jeudi 10 octobre 2024 la Tanzanie au Stade des Martyrs. Ces 2 rencontres entrent dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On commence avec les nouvelles à l'éducation nationale, la reprise des cours, on en parle encore, et bien oui, finalement effective ce mercredi 10 octobre 2024 dans le territoire de Béni au Nord Kivu après que les enseignants aient eu décrété une grève sèche. Sachez que les enseignants de quelques écoles, à savoir l'Institut Bungulu Kanzuli de Béni, le lycée Mwandou, Luanzururu ainsi que l'école primaire d'application EP Béni ont dispensé normalement les cours. Alain Kisokero nous fait le point depuis Béni. A été joint au téléphone par Bijou Ndjoji. En ville et territoire de Béni, malgré l'appel de certaines organisations syndicales des enseignants à une grève sèche, les cours sont dispensés normalement dans plusieurs institutions scolaires publiques et conventionnées du niveau secondaire. Il en est de même pour les écoles privées agréées, où les enseignants dispensent le cours sans problème, dans le seul souci de respecter le calendrier scolaire pour ne pas préjudicier les élèves, surtout ceux qui vont passer les examens d'État cette année 2024-2025. C'est le cas à l'Institut Bungulu Kanzuli de Béni, lycée Mwandou, Luanzururu, des écoles publiques et conventionnées où les élèves du cycle secondaire et humanitaire suivent les cours normalement. Dans ces établissements scolaires où nous avons effectué la ronde ce mercredi dans la matinée, certains enseignants en sous-leçon d'anonymat pour des raisons déontologiques fait savoir que les écoles privées ne sont pas concernées par cette grève et ont appelé les autres enseignants à un dépassement de soi pour sauver cette année scolaire. Par la même occasion, ces professionnels de la CRE Blache ont éventé le gouvernement à répondre à toute urgence aux préoccupations des enseignants. Même si certaines écoles primaires publiques et conventionnées sont désertes pour répondre au mot d'ordre des organisations syndicales, d'autres écoles primaires publiques et conventionnées, par contre, ont jugé mieux de reprendre les chemins de l'école pour sauver l'année scolaire. C'est le cas notamment de l'école primaire d'application EPA Béni. Ici, les enseignants disent craindre que l'année scolaire soit déclarée blanche par l'UNESCO, ce qui serait un danger pour l'éducation des enfants. Béni, Alain Kisokero. L'élection du major de l'école maternelle et primaire Monseigneur Bokeleyale a eu lieu aujourd'hui. En attendant les autres étapes, notamment le dépouillement des bulletins, le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé vendredi prochain. Suivez l'ambiance au moment de cette élection avec Muriel Monsa et Jérémy Kassaï. Les élèves de l'école maternelle et primaire Monseigneur Bokeleyale sont passés aux urnes ce 9 octobre 2024 pour choisir leurs représentants à travers le vote démocratique. Ils ont ensuite procédé au dépouillement de bulletins de vote bureau par bureau en présence des témoins de candidats. Le directeur de l'école, Joseph Minga Changa, donne ici la portée pédagogique de ces élections. La pédagogie derrière les élections que nous organisons chaque année, c'est pour inculquer à nos enfants l'importance de la démocratie. Parce que dans nos cours d'éducation civique et morale, nous parlons de la démocratie. Ils doivent comprendre maintenant qu'est-ce que c'est la démocratie et comment la pratiquer. Déjà, ils sont initiés aux valeurs démocratiques. Ils assistent à la campagne. Ils sont convaincus, chacun d'eux, par le discours
proposés par les différents candidats. Il est arrivé maintenant à chacun de voir, celui-ci m'a convaincu par rapport à son projet, maintenant je peux le lire. Il prend son bulletin, il va librement, il choisit son candidat. Ici est de signaler qu'il y avait au total 4 candidats, à savoir la candidate Majiba, Moli Malonga, Omadji et Daniel Natamombere. Notons que la publication de résultats est prévue ce vendredi 11 octobre 2024, en même temps que l'installation du nouveau bureau. Lors du 19e sommet de la francophonie, la France est revenue sur son rôle particulier, celui d'accélérer la transformation numérique, apporter des solutions innovantes et durables de coopération inclusive et solidaire au profit de l'espace francophone à l'horizon 2026. Et dans le domaine de l'éducation, que faire pour faciliter, améliorer l'apprentissage des élèves et enseignants à l'heure actuelle où le numérique prend de plus en plus de l'ampleur? Je propose d'écouter Pitié Matondo, expert en matière d'éducation sur les questions de l'enseignement à distance à EducTV. La transformation du numérique au cœur des échanges du 19e sommet de la francophonie déroulé en France du 4 au 5 octobre dernier. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des 88 pays membres ont répondu présents. À l'issue du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu du 4 au 5 octobre dernier en France, à Paris, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont effectivement pris une résolution qui fait la promotion de l'usage du numérique au sein de l'espace francophone. Et ça, c'est un appel très important qui vise à casser la fracture numérique et à favoriser l'accès à tous au contenu, dont le contenu éducatif. Comme à l'accoutumée, plusieurs questions et résolutions étaient au rendez-vous. Cependant, pour cette année, un appel a été lancé aux plateformes numériques à amplifier leurs efforts et engagements en faveur d'un espace numérique inclusif, pluraliste, de qualité et de confiance. C'est là dans l'optique de faciliter et maintenir fluide la coopération entre les États francophones en matière de l'éducation, des médias, de l'information et de la citoyenneté numérique. Donc c'est dans ce cadre que nous devons circonscrire la coopération entre la République démocratique du Congo et la France, représentée par l'ambassade de France en RDC, qui a développé une plateforme d'apprentissage en ligne, MOOC RDC. Si vous êtes sur www.mooc-rdc.org, vous êtes là en face d'une plateforme qui prépare les étudiants finalistes, qui prépare les futurs universitaires, n'est-ce pas, à pouvoir embrasser les études universitaires à l'étranger et notamment en France. C'est une plateforme qui vise à outiller les étudiants. Nous voulons vérifier les capacités des étudiants qui seront désormais autonomes à suivre les enseignements en ligne et à se préparer pour le futur. Quel avenir du numérique dans les apprentissages en ligne au sein de l'espace francophone, en particulier en République démocratique du Congo? Une réalité qui vaut son pesant d'or dans la société actuellement, étant donné que le monde qui est devenu un village planétaire, recourt énormément au numérique. 9 octobre 2024, la communauté internationale pense au célèbre navigateur qui avait découvert scientifiquement le continent américain. Il s'agit là de Christophe Colomb, une occasion de plus de découvrir cet explorateur d'origine italienne qui était au service des rois catholiques de l'époque. Le récit de Mirosil Bouyamba, papier rendu par Roger Marley Lukonga. Comme on le sait, le célèbre navigateur Christophe Colomb est à l'honneur ces jours. Même si elle n'arbore pas le titre de journée mondiale, cette journée l'est pourtant bel et bien, puisqu'elle est célébrée, et c'est même un jour férié, dans de très nombreux pays, entre autres l'Espagne, des pays de l'Amérique latine et les États-Unis d'Amérique. Pour en savoir plus sur lui, Christophe Colomb est né en 1451 sur le territoire de la République de Gênes en Italie et mort le 20 mai 1506 à Valladolid en Espagne. Comme le monde à l'époque était marqué par des découvertes géographiques, Colomb était navigateur génois au service des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, célèbre pour avoir, selon la formulation traditionnelle, mais seulement en partie exacte, découvert l'Amérique en octobre 1492.
Ainsi, le navigateur Christophe Colomb a taillé sa réputation pour avoir réussi à découvrir un continent qui désormais est dénommé le Nouveau Monde. De ce fait, cette célébrité a poussé que son nom de Colomb soit collé à un district aux États-Unis d'Amérique, notamment le district de Columbia, et à une république d'Amérique. Dans l'actualité, la RDC ne préserve pas sa nature par intelligence. Elle doit être rétribuée à juste titre, a confirmé la première ministre Judith Suminwa à la conférence sur le développement durable de Hambourg lors de son intervention au panel Sommet de l'avenir. Et après, elle a plaidé pour une compensation équitable du crédit carbone en faveur des pays riches en massifs forestiers comme la RD Congo qui joue un rôle clé dans la préservation de l'écosystème mondial. The Congo, please welcome to the stage. En marge de la conférence sur le développement durable de Hambourg, la première ministre a animé les panels axés sur le thème Sommet de l'avenir. Et après, au cours de cet atelier, Judith Suminwa a fait les plaidoyers pour une compensation financière équitable du crédit carbone en faveur de pays riches en massifs forestiers comme la République démocratique du Congo. RDC Pays Solutions, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc., tous en train de discuter de cette problématique, comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes, comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués. Pour moi, à partir du moment où nous allons pouvoir avoir une négociation franche, une discussion transparente sur le prix du carbone, et que nous pouvons effectivement accéder à ces financements de manière correcte, je pense que ça serait un bon début. En outre, Judith Suminwa a enfoncé les clous sur le respect du prix de crédit carbone, elle qui se bat pour inverser la tendance dans ces secteurs. Je pense qu'il est très important que dans cette discussion, les pays qui sont en fort potentiel puissent vraiment faire porter leur voix et que nous puissions négocier pour avoir vraiment un prix équitable dans le cadre notamment du crédit carbone ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu orienté autour de cette problématique-là. Qui fixe les prix alors que ceux qui l'offrent ne sont pas en capacité de fixer ces prix-là, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui à discuter, à négocier. Notons que la RDC, l'Indonésie et le Brésil ont signé un accord pour protéger les forêts tropicales lors du sommet de G20, représentant à eux seuls 52% de la forêt tropicale humide mondiale. Les trois pays appellent le pays développé à financer la conservation de leurs forêts, essentiellement pour la lutte contre le réchauffement climatique. La conférence sur le développement durable sert également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Une foule de personnes vivant avec handicap a investi les abords du Palais du Peuple, organisant un sit-in pour exprimer leurs préoccupations concernant le respect de leurs droits sociaux. Leur objectif est de rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, afin de lui faire part des défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Durant plusieurs heures, les manifestants ont occupé les entrées du siège du Parlement, déterminés à ne pas quitter les lieux tant que leurs revendications n'auraient pas été entendues. Leur mobilisation a suscité l'attention du président de l'Assemblée qui, après avoir terminé la plénière consacrée à l'examen d'un projet de loi sur l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, a pris le temps de recevoir une délégation de ses citoyens. Au cours de cette rencontre, les représentants des personnes handicapées ont exprimé leur mécontentement face à la non-application de la loi sur la protection et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ils ont appelé Vital Kamerhe à agir pour garantir que ces cadres juridiques soient pleinement mis en œuvre. En outre, ils ont obtenu l'assurance que leurs préoccupations seraient également transmises au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situation à passe au biso bandeko na bino ba personnes vivant avec handicap au tozali komona lokola ya numéro 1 ya Assemblée nationale o azali représenter ya ba peuple to yigotel c'est pour ça na biso azwa eloko na biso à cœur pour que makambo na biso ebonga
na nzela ministère na biso pe azwa ba posa na biso to yeki na yango amema yango epa un chef de l'état pour que lobi makambo ekoma kitoko mokonzi tanga yoki biso alobi boye akozwa ba doléance na biso nyonso akosalela yango pe akokomisa yango dès ce soir auprès du chef de l'état. En tout cas, toza fier na président Kamere azaka kamuto ya malobate mais tomoni atie mokolo tonaye na mukanda pour na kolakisa biso ete assigné yango aza d'accord na biso pour que situation ba personne avec handicap ezala résolue. Cependant, Vital Kamere, un homme de dialogue et un bon père de famille, a rappelé aux manifestants l'importance d'organiser les actions pacifiques sans troubler l'ordre public. Il a ainsi prodigué des conseils sur la manière de faire entendre leur voix tout en respectant les institutions et la loi. Elle est lancée depuis 2011 pour promouvoir leurs droits et leur bien-être. Il s'agit d'ici de la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec un handicap célébrée chaque 9 octobre. Alors que plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap, beaucoup continuent de rencontrer des obstacles dans des domaines clés comme l'éducation, l'emploi et les soins de santé. Cette journée vise à sensibiliser le public à leurs conditions de vie en appelant à une inclusion plus large au sein de la société. Le récit de Martine Ngombo. Cette journée internationale du 9 octobre met en vedette de personnes vivant avec handicap, avec pour objectif de promouvoir les droits et le bien-être de ces PVH, sans oublier d'encourager leur inclusion dans la société. Les spécialistes ne manquent pas de rappeler qu'à travers le monde, il y a plus d'1 milliard de personnes vivant avec handicap. Cependant, malgré les efforts déployés, le constat est malheureux d'observer que le nombreux PVH se butent à des difficultés concernant l'accès à l'éducation, l'emploi, aux soins de santé ainsi qu'aux infrastructures adaptées. C'est depuis 2011 qu'a été décrétée cette journée pour laquelle le jour du 9 octobre a été ciblé. Les objectifs étant nombreux, cette journée vise également à sensibiliser les publics aux conditions de vie des personnes vivant avec handicap et à promouvoir leurs droits et leur dignité. Pour ce faire, diverses organisations telles que Handicap International s'associent à des États et à la société civile pour améliorer l'inclusion de ces PVH et plaider en faveur de leur accessibilité dans les secteurs de soins de santé, sans oublier la reconnaissance de leurs besoins spécifiques. En RDC, le PVH sont pris en compte dans l'esprit de l'article 49 de la Constitution. Une loi organique y est également des mises pour cette fin. Pour une bonne prise en charge, tout un ministère s'occupe d'elle, a été mis sur pied. Et puis dans le secteur de l'approvisionnement en carburant dans les stations-service à Kinshasa, une situation a été observée liée à la tendance de la baisse du prix du litre à la pompe. Cela a suscité une grogne chez les vendeurs qui décriaient la vente à perte. Cependant, sur le terrain, une nouvelle situation s'est superposée, faisant état de la pénurie du carburant qui ne dit pas son nom. Andy Lubambou. C'est que redouter plus d'un quinois est déjà sur le point d'arriver. La baisse du prix du carburant à la pompe est certes réelle dans les stations-service de Kinshasa, mais son impact ne semble pas totalement être vécu par les conducteurs et usagers. La nouvelle tarification des produits pétroliers rendue publique par le ministère de l'économie nationale, ramenant un litre d'essence de 3 440 francs à 2 990 francs et celui du gasoil à 2 980 francs, a entraîné une pénurie de carburant. Des longues files d'attente sont observées dans plusieurs stations de service de la capitale, notamment ici, au croisement des avenues Soussimat et Ouya. Ce qui paraissait comme un ouf de soulagement hier devient sujet d'inquiétude aujourd'hui, ont confié ces motocyclistes. Carburant, depuis Baloba qui carburant est quitté. La plupart de la station est belée, carburant. Kaka total ne montramo nazo servir bato ba station nyonso ekomika lelo basali une semaine basali kolobeza nango bien mais faut ko sala suivi a eloko wana ke ezo salema ou bien ezo salema tozana ba station boepoto zo carburant za moi passe depuis ba kitsa carburant to ebite sozo uta na sep azo livrer ba station carburant na retard to comprendre presque moi partout na ba station privée ozoya ozokuta carburant te okaka tozana mazuit tosepeli nde bakitisi carburant mais lo nazosenga
awa na capitale carburé kiti pozo carburant eza pasi siko na ba province eza ndenge nini. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on, les Kinois demandent aux autorités de pouvoir s'impliquer non seulement pour faire respecter cette mesure, mais surtout trouver la solution à cette pénurie qui perturbe déjà les transports en commun. Prenons à présent l'avenue Goufaro dans la commune urbano-rurale de Maluku qui mène vers le port Goufaro. Il est dans un état de délabrement très avancé, perturbant jusqu'au point les activités commerciales qui ne permet pas d'apporter les biens de première nécessité vers le centre-ville. Reportage. Le port Ngafura risque d'être isolé de la capitale Kinshasa en général et particulièrement du reste de sa municipalité à cause du délabrement très avancé de sa seule et unique voie qui la relie au reste de la ville. Cette artère qui part de l'avenue Autoroute, principale voie de communication qui va jusqu'au port portant les mêmes noms, manque de fluidité et ne permet plus aux opérateurs économiques de bien exercer leurs activités. Vu l'importance de cette voie, la seule qu'il y a dans cette contrée qui favorise l'approvisionnement des denrées alimentaires à Kinshasa en provenance d'autres provinces, Lazare Munkurusi, président de la société civile Zone Maluku, explique. Nous voulons déplorer l'état de notre port, l'état mais l'état de la route qui mène vers le port. Le port de Ngafura qui fait nourrir la ville-province de Kinshasa en passant par Maluku. Vous allez filmer, je pense que vous avez aussi filmé l'état de la route. Voyez derrière moi, il y a des engins, voyez derrière moi, il y a des poissons, mais la route n'est pas là, la route n'est pas là. Et on connaît beaucoup d'accidents à travers cette route. Daniel Bumba qui dit que Kinshasa est Kobonga. Kinshasa est Kobonga, mais Maluku est Fongo le porte à Kinshasa. Plus la route se délabre, plus le port devient inaccessible. D'où son état nécessite une intervention urgente. En sport, RDC Tanzanie, telle est l'affiche de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations attendue ce jeudi 10 octobre 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Un match très important pour les Léopards de la RDC, a déclaré le sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse d'avant-match, étant donné que sa sélection tient à rester sur sa bonne dynamique de 2 premières journées. Compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible, et en tout cas on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix. Parce qu'il y a de la concurrence, on le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui en consuit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à mon chef d'édition, à la régie, à nos correspondants et merci à vous également pour votre attention.